Radio Vinci Autoroute, jour 12, invité très spécial ce soir de Tous au Mondial. Une jolie jeune fille que l'on a longtemps prise pour une douce utopie. Elle fait la une. Aujourd'hui, on va peut-être finir par se l'arracher. Elle a la délicatesse d'être silencieuse et propre sur elle. La voiture électrique s'invite sur notre plateau pour nous en parler, notamment un passionné des constructeurs, un pilote. Radio Vinci Autoroute roule en électrique juste après l'infotrafic. Tous au Mondial. Tous en voiture électrique au mondial. Ce serait sans doute le titre qui conviendrait le mieux pour l'émission de ce soir. Émission spéciale jusqu'à 19h en direct sur le 107.7 et vous pouvez également nous voir depuis notre site internet. 20 000 voitures électriques ont été immatriculées en France depuis le début de l'année 2016. C'est une hausse de plus de 30% par rapport à 2015 et l'augmentation ne cesse d'être exponentielle. Cette voiture électrique, c'est la star incontestable de ce mondial. Tous les constructeurs s'y mettent désormais. Voiture douce, nerveuse, silencieuse, qui ne fait pas tousser ses contemporains sauf quand il s'agit de trouver une borne de recharge. Elle méritait bien une émission spéciale. Ont accepté de passer cette heure avec nous Jean-François Villeray, organisateur notamment du France Electric Tour auquel le 107.7 a participé en mai dernier. Passionné, convaincu, ambassadeur de la voiture électrique. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Brice Fabry, directeur des véhicules électriques et écosystèmes chez Nissan, un des premiers constructeurs à s'être lancé vraiment dans l'aventure. Bonsoir. Bonsoir. Volkswagen, quand la marque allemande annonce elle aussi une vaste offensive sur le marché de l'électrique, nous en parlons avec Antoine Weil, chef marketing et produit de Volkswagen. Bonsoir. Bonsoir. Et puis celui par qui la vie des automobilistes électriques va peut-être être beaucoup plus facile à l'avenir grâce à sa société EasyTrip qui gère notamment des systèmes de paiement pour ses bornes par la carte KiwiPass. Claude Muller, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les quatre d'être présents sur ce plateau. C'est écrit partout, la voiture électrique est la star de ce mondial 2016. Est-ce que nous sommes concrètement en train de changer d'époque? En clair, rouler à l'essence, voire pire, au diesel, est-il complètement ringard? Jean-François. Oui, ça me semble évident que ce salon marque effectivement un passage. On était jusqu'à présent sur des autonomies qui n'étaient pas très importantes, quoique suffisantes quand même pour certains besoins, ne l'oublions pas. Mais là, on assiste effectivement à des annonces d'autonomie beaucoup plus importantes. Bon, pour faire simple, on était jusqu'à présent jusqu'à environ 150 km d'autonomie. On nous annonce du 300 à partir de maintenant. On sera probablement à 500 km vers 2022. Ça veut dire que le véhicule électrique, pour moi, aujourd'hui, est en plein décollage et je ne vois pas ce qui va l'arrêter. Alors, état des lieux du parc électrique, il y en a sur tous les stands à ce mondial. Brice Fabry, votre Leaf a déjà convaincu beaucoup de monde. C'est quoi l'avenir de l'électrique chez Nissan? Des nouveaux modèles plus autonomes, moins chers? C'est votre minute promo, vous pouvez y aller. Alors, avant de parler de l'avenir, j'aimerais qu'on parle du présent. Ouais. Revenir quand même. Depuis 2010, on est le premier constructeur à avoir osé le véhicule électrique. Depuis, 260 000 clients nous ont fait confiance. Dans le monde? Dans le monde, et aujourd'hui en 2016, on a 250 km d'autonomie. Donc ce qui veut bien dire que la progression de cette autonomie entre 2010 et 2016, elle satisfait maintenant 80% des usages du véhicule électrique. Donc en effet, l'avenir, on y travaille constamment. On a évidemment pour objectif de rejoindre l'autonomie d'un véhicule thermique. Mais voilà, donnons-nous le temps et la technologie pour l'atteindre. Aujourd'hui, 80% des Français peuvent se satisfaire de ce qu'on leur propose. Antoine Weil, Volkswagen lance une belle offensive électrique, notamment avec une ID sur ce mondial. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous comptez en faire après, mais si je peux vous dépanner et vous débarrasser, n'hésitez pas, elle me plaît beaucoup. Est-ce que c'est une façon de répondre au scandale Dieselgate, évidemment, d'il y a un an? Comment vit-on cette offensive? Alors, très simplement, Volkswagen n'a pas démarré il y a un an l'aventure dans l'électrique. Elle a démarré en 2013. En 2013, nous avons lancé une première petite citadine qui s'appelait la Volkswagen e-Up. Et en 2014, nous avons lancé la e-Golf avec 200 km d'autonomie. Sauf que là, on a le sentiment que, comme Voilà. beaucoup de constructeurs, d'ailleurs, c'est vraiment maintenant, ça explose l'offre. Tout à fait. Entre-temps, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons lancé des hybrides rechargeables qui, là, nous appelons ça le meilleur des deux mondes pour nous, puisqu'en attendant d'avoir des véhicules avec une forte autonomie, ça nous permet d'avoir 50 km d'autonomie avec un moteur électrique et un moteur thermique qui vous permet de rouler en hybride si vous voulez faire de longs trajets. Et nous marquons aujourd'hui une page dans l'histoire de Volkswagen puisque nous présentons un concept qui vient illustrer aussi la stratégie Think Blue de Volkswagen. C'est un petit peu le jour zéro, ce mondial d'automobile pour Volkswagen dans l'univers de l'électrique. Et ce concept car, il présente la particularité d'être développé sur la plateforme 100% électrique que nous développons et que nous lancerons en 2020 avec ID. Donc le véhicule que vous voyez sur le stand est un véhicule qui va rouler en 2020. Et en 2025, ce véhicule sera 100% autonome. Et ça, nous nous y sommes engagés. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de Volkswagen
pour... L'année zéro, donc comme vous le disiez. Je vous interromps juste, Benoît Salio, vous avez une information. Oui, une information importante pour vous qui roulez à Toulon sur l'A50 en direction de Nice. Il y a une voiture immobilisée sur la voie de gauche au niveau de la sortie Toulon-Ouest. Merci Benoît. Alors les objectifs de Nissan et de Volkswagen, à tous les deux, c'est quoi en termes de chiffres? Vos modèles électriques représenteront quel pourcentage des ventes totales en 2020 par exemple? Vous avez un objectif là-dessus? Alors nous, notre objectif chez Volkswagen, oui. Pour la marque Volkswagen, l'objectif est clairement d'immatriculer 1 million de véhicules dans le monde électriques d'ici 2025. Ça, c'est un objectif très concret. Voilà, il est chiffré, c'est 1 million de véhicules dans le monde pour Volkswagen. Et Nissan? Alors pour Nissan, si vous voulez donner un objectif chiffré, ce serait un peu ambitieux. Notre objectif est évidemment d'en vendre beaucoup plus. C'est tangenté avec, je dirais, ce que représente déjà la demande du marché et surtout correspondre aux besoins. Donc je ne vais pas vous donner de chiffres dans la mesure... Mais vous sentez que la tendance s'inverse, que de plus en plus l'électrique prend le pas? Le marché français explose de 40% entre l'année dernière et aujourd'hui. Ça part sur des petites quantités, donc il y a de la marge. Exactement, mais on peut considérer que c'est plus une révolution sociétale qu'une révolution automobile, ce qu'on est en train de vivre. Alors Jean-François Villeray, vous qui organisez des événements autour du véhicule électrique pour sa promotion, vous allez être au chômage d'ici 2025, il n'y aura plus rien à promouvoir. Moi, je suis un peu plus optimiste que nos amis constructeurs qui, eux, effectivement, ont aussi peut-être des plans industriels derrière à tenir qui sont peut-être pas forcément évidents. Mais moi, je suis à peu près persuadé que d'ici 2028-2030, on pourrait avoir basculé complètement sur le véhicule électrique. 100% ? 100%. Ah oui, gros objectif. Non, encore une fois, avec les autonomies qu'on nous annonce, je ne vois pas pourquoi, effectivement, au tournant des années 2025, on sera sur des autonomies largement suffisantes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, et ça rejoint ce que Brice disait à l'instant, on s'apercevra qu'avec 500 km d'autonomie, finalement, on en a beaucoup trop. On verra ça. On va méditer sur cette nouvelle ère qui débute, sur cette révolution électrique. Je voulais qu'on parle, messieurs, de la voiture en elle-même, du plaisir qu'elle procure. Alors pour cela, je vais rapidement donner la parole à Florian Delisle de la rédaction de Radio Vinci Autoroute. On a participé ensemble tous les deux en mai dernier au France Electric Tour 2e édition que vous avez organisé, Jean-François Villeray. Bonsoir Florian Delisle. Bonsoir Francine, bonsoir à tous. Alors j'ai été votre copilote durant cette expérience et j'ai surtout été le témoin du plaisir que vous avez trouvé à conduire cette voiture électrique. J'ai l'impression que vous avez été converti. J'ai été converti. Bon, moi je conduis à Paris. Enfin, je conduis pas vraiment puisque je n'ai pas de véhicule, pas besoin dans la capitale. Mais si je devais en avoir un, forcément, ça serait un véhicule électrique parce que c'est silencieux. Quel bonheur de rouler et d'entendre quand on est en campagne les oiseaux qui chantent, le bruit de la forêt, etc. Quel plaisir aussi de se prendre au jeu de la conduite électrique, de consommer moins, de regarder ce qui se passe autour de soi et d'anticiper. C'est vraiment ce que j'ai appris en fait dans mes techniques de conduite. C'est d'anticiper ce qui se passait devant moi et vraiment c'était du bonheur tout ça. Et de recharger la batterie dans les ronds-points notamment, vous êtes venu... Oui, de recharger la batterie en règle générale, on a eu quelques galères si je peux me permettre, même si globalement ça s'est bien passé, mais oui, recharger la batterie dans les ronds-points c'était très drôle. Merci beaucoup Florian Delisle. Effectivement on a eu un tout petit bémol durant ce France Electric Tour, c'était les recharges, parfois ça on aura l'occasion d'en reparler. Jean-François Villeray, vous qui êtes un apôtre de la voiture électrique, pourquoi elle vous plaît tant ? Ça me semble évident qu'on a un plaisir de conduire qui est effectivement nettement supérieur. On conduit plus en douceur, plus en silence, on joue avec la régénération du véhicule et toutes les personnes qui passent au véhicule électrique, effectivement, aujourd'hui, ne feront pas marche en arrière, ça me semble évident. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'autonomie, mais à partir du moment où, au fur et à mesure, les gens vont y goûter, ils ne lâcheront plus le véhicule électrique. Alors, il y a, parmi les usagers de voitures électriques, il y a une communauté de convaincus assez convaincants par ailleurs. Ce sont les pionniers de la Nissan Leaf réunis dans une sorte de club, le Nissan Leaf Café. Si j'ai bien compris, ils se réunissent, ils vendent la marque. Idée marketing exceptionnelle, sauf que c'est pas une idée marketing à l'origine, c'est spontané, c'est ça cette histoire ? Vous savez, l'expérience que vous avez faite à bord d'une Nissan Leaf 100% électrique, elle est partagée par tous les clients et puis les premiers clients. Et ces premiers clients ont tellement vécu de façon extraordinaire leur migration du thermique à l'électrique, ils ont voulu le faire savoir. La meilleure façon de le faire savoir, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, et puis c'est parti aussi d'un esprit de communauté, d'entraide, parce qu'il est vrai qu'au début, il y avait plein d'interrogations, plein de questions, et puis ce groupe Facebook aujourd'hui compte 700 membres. Ils arrivent, je crois, au maximum de leur capacité par rapport au protocole de Facebook. Et surtout, il se nourrit de toutes les expériences de chaque personne qui conduit une Nissan Leaf 100% électrique. Alors, c'est un puits sans fond d'informations, de bonnes pratiques et puis, je dirais, d'usage de la voiture dans des endroits insoupçonnés.
Mais enfin, moi, pour les avoir écoutés, c'est vraiment, ils sont meilleurs que tous vos vendeurs réunis, je pense. Ils ont quand même des avantages en nature ou pas? Non, pas du tout. Ah non, clairement, nous ne sommes absolument pas ni médiateurs, ni arbitres des propos qui sont tenus dans ce groupe, et en aucun cas, nous n'y participons de façon bravo. pécuniaire. C'est en tout cas, c'est très réussi en tout cas. Antoine Veil, on a l'impression qu'avec le développement de la voiture électrique, de toute façon, il y a plein de nouveaux usages et l'utilisation des réseaux sociaux en fait partie. Du coup, chez Volkswagen, c'est une donnée que vous prenez en compte? Forcément, puisque c'est nouveau aussi, c'est quelque chose qui vient d'intégrer donc notre gamme. Enfin, quand je dis nouveau, 2013, c'était hier. Ouais. Donc effectivement, on est très attentif à l'utilisation que font les usagers de la voiture. On se rend compte qu'ils conduisent moins de 50 km par jour, donc c'est très intéressant de le savoir. Quand on a un usage quotidien d'une voiture électrique, c'est pas pour faire des longs trajets généralement. Et les autonomies qu'on propose aujourd'hui sont déjà suffisantes. Après, nous, l'objectif, en écoutant ces gens-là, c'est de leur proposer des solutions pour lever cette barrière. Alors là, on a des gens qui sont très compétents en la matière. Là, je pense à EasyTrip Kiwi, avec qui nous travaillons, et je crois mon collègue de chez Nissan aussi, et qui nous permettent de proposer des solutions pour lever ce frein-là, puisque finalement, effectivement, on a énormément de plaisir à conduire une voiture électrique. On n'a rien enlevé, je pense à la Golf, on n'a rien enlevé à la Golf, à son ADN, quand on conduit une Golf électrique. Et c'est ça qui est assez formidable. On n'a pas enlevé de coffre, on n'a pas enlevé d'espace intérieur, on peut la conduire comme on avait l'habitude de conduire la même Golf en électrique. Mais ça se travaille, l'idée qu'on appartient à un club de fans quasiment quand on passe à l'électrique. Est-ce que les marques travaillent ça aussi? Oui, effectivement, on appartient tout à fait à une catégorie de conducteurs complètement différente, et on peut être fier aussi de rouler en électrique, puisqu'on contribue au zéro émission, et c'est quelque chose qui est largement partagé par les utilisateurs sur notre réseau social Volkswagen, sur le réseau Facebook. Brice Fabry, Nissan, vous souhaitiez rebondir là-dessus? Je voulais compléter le point et surtout partager le fait qu'on a mesuré en fait le taux de satisfaction des utilisateurs de la Nissan Leaf. Et 92% d'entre eux sont satisfaits. Ouais, mais ça se passe dans les dictatures en Afrique en général, c'est voilà, le taux de satisfaction. Et c'est absolument étonnant dans notre industrie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, c'était une deuxième voiture. Et on se rend compte qu'en France, lorsque le conducteur fait en moyenne 11 000 km, avec sa Nissan Leaf, il fait 16 000 km. Donc c'est devenu la première voiture. C'est à la fois satisfaisant de rouler, on roule plus, et on comprend évidemment que les réseaux sociaux participent de faire savoir ce bonheur de rouler en véhicule 100% électrique. Jean-François, un dernier mot? Oui, juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit, on a finalement un petit côté pionnier quand on roule en véhicule électrique. Alors ça sera peut-être moins le cas dans quelques années quand on sera rejoint par l'ensemble des conducteurs, mais aujourd'hui très clairement on est pionnier. Et donc fier de l'être. Et fier de l'être. Bon, ce qu'il y a très bien dans les voitures électriques, c'est le silence, et c'est parfait pour écouter de la musique. Et nous roulons en électrique depuis 18h, émission spéciale ce soir. Alors il y a un détail primordial pourtant, mais que l'on n'a pas encore abordé, c'est celui de la recharge. Alors moi, c'est juste le seul petit point noir de l'expérience que vous nous avez fait vivre, Jean-François Villeray, en mai dernier sur le France Electric Tour. J'ai notamment en mémoire une espèce de journée compliquée dans la région de Lyon, la ville de Lyon, on n'y pouvait rien. J'ai jamais trouvé une recharge, on va dire que j'ai du mal à lire une carte. Bon, d'accord. Quand on a trouvé une autre borne, eh bien la carte que l'on avait ne marchait pas. Bon, bref, on a vécu une série d'aventures, c'était pas l'idéal. Claude Muller, vous travaillez avec votre société EasyTrip à mettre au point des solutions d'écomobilité. Notamment, vous proposez une carte, le Kiwi Pass, pour payer au niveau de ces bornes. Est-ce que vous allez nous faciliter la vie ? Alors, EasyTrip est pionnier dans le domaine puisque la solution Kiwi Pass existe depuis 2011. Mais est-ce que c'est efficace ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre objectif primordial, c'est de faciliter la vie des clients. Un client, quand il roule en électrique, il a besoin de se recharger en toute facilité sur les bornes qu'il trouve dans une application mobile. C'est ça, il y a une application très bien. Mais... Quand il se rend sur la borne, il doit disposer d'un accès facile et unique. Et d'un moyen de paiement. Et d'un moyen de paiement. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les bornes sont en train de sortir de terre et nous, notre job, c'est de faire en sorte que la carte Kiwi Pass soit accessible et compatible sur l'ensemble des bornes du réseau en France. Parce que moi, le sentiment que j'ai, alors très schématique, mais c'est qu'en gros, si on veut faire un Paris-Nice ou un Paris-Bordeaux, il faut se balader avec un porte-carte de 58 cartes en ce moment pour pouvoir se recharger. Alors, c'était le cas jusqu'à présent. Aujourd'hui, avec la carte Kiwi Pass, vous pouvez partir de Paris et aller à Nice en toute facilité en utilisant notamment les bornes de la Compagnie nationale du Rhône sur laquelle la carte Kiwi Pass est compatible et vous permet d'accéder facilement et de payer votre recharge en toute facilité.
Et donc vous avez combien de bornes accessibles aujourd'hui avec la carte ? Aujourd'hui, nous sommes leaders du marché puisque nous travaillons avec l'ensemble des constructeurs automobiles et nous diffusons la carte comme un service à part entière pour les constructeurs automobiles, dont Volkswagen, dont Nissan et dont leurs confrères. Et ça permet d'accéder aujourd'hui au premier réseau de recharge rapide, plus de 500 bornes de recharge en France, et d'ici la fin de l'année 2016, à plus de 4000 points de charge différents en France. Et ça, opéré par environ une quinzaine d'opérateurs différents, voire des départements qui, eux, choisissent leur propre solution locale. Alors, oui, excusez-moi, juste Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, elle a annoncé au début de ce mondial l'installation d'1 million de bornes de recharge en France d'ici 3 ans. Ça veut dire que vous allez être millionnaire ? Écoutez, l'ambition affichée est en effet d'avoir un maximum de bornes en France. Je crois que la ministre, dans ses propos, voulait aussi dire qu'il était important d'équiper les maisons individuelles et les copropriétés en bornes de recharge. Alors, nous avons des solutions d'accès et de paiement dans les copropriétés, mais à domicile, il n'y en a pas besoin. Donc dans l'idée, on se balade avec cette petite carte que vous proposez dans le porte-carte et on est capable de faire de longues distances avec une voiture électrique. Absolument, puisque aujourd'hui, nous avons à peu près 25 000 clients qui nous font confiance, dont 10%, et ça c'est pas neutre, de clients qui viennent de l'étranger pour accéder aux bornes de recharge en France. Et ça c'est très important pour nous parce que c'est la preuve qu'on nous fait confiance. Et on vient de gagner un appel d'offres très très intéressant pour équiper l'ensemble des flottes, des véhicules, des ministères. Oula, bravo! C'est-à-dire que les ministres vont faire des longues distances en voiture électrique ? Eh bien, en tout cas, d'un département à un autre, ils pourront le faire. Bon, très bien, je veux bien faire un petit trajet avec eux. Bon, écoutez, on a votre nom. Si ça ne marche pas, on vous écrit du coup, si on ne fait pas un Paris-Nice avec une seule carte. Absolument, vous m'écrivez sur easytrip.fr. Bravo à vous. On va parler également des recherches sur l'autoroute, parce que les autoroutes aussi s'équipent, bien sûr. On peut également s'aventurer en voiture électrique sur autoroute. C'est plus complètement fou. Olivier Bordry de Vinci Autoroute, merci de nous rejoindre. Il y a un projet dont on a beaucoup parlé déjà sur cette antenne, projet Corridor pour équiper les autoroutes de France en bornes de recharge rapide. Alors on veut tout savoir, où est-ce qu'on en est de ce fameux projet Corridor ? Bonsoir Francine, effectivement le projet Corridor est en plein déploiement, c'est un projet européen auquel sont associés un certain nombre de grands opérateurs comme EDF et de plusieurs marques automobiles dont 2 sont présentes à cette table, Nissan et BMW. Il y aura à terme donc 200 bornes sur les autoroutes françaises, 70 en fin d'année sur le réseau Vinci Autoroute, dont 50 à l'heure où nous parlons. Ce sont des bornes universelles, donc des bornes rapides permettant de recharger tous les modèles qui peuvent reprendre 80% de leur capacité en 30 minutes, soit le temps d'une pause. Oui, et la pause, 30 minutes, c'est le temps idéal toutes les 2 heures, donc c'est parfait pour se recharger. Ça veut dire que c'est aussi une manière d'encourager les longues distances sur autoroute, d'ouvrir l'autoroute à cet usage-là ? Absolument. Sur autoroute, il y a des courtes distances et des longues distances. On pense également à ceux qui font du domicile-travail, des trajets quotidiens ou très réguliers qui ne sont pas forcément très longs et pour lesquels la borne électrique présente sur autoroute doit plutôt fonctionner comme un réducteur d'angoisse. Ce n'est pas parce que j'ai un véhicule électrique que je dois avoir peur de tomber en panne sur mon trajet. Pour les longues distances, effectivement, le réseau sera maillé à terme d'une borne environ tous les 80 km. On peut d'ores et déjà faire, par exemple, un Bordeaux-Narbonne via Toulouse sur autoroute avec une voiture électrique normale en pouvant se recharger régulièrement. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On installe des bornes, mais encore faut-il qu'elles servent. Je crois que vous avez quelques données, Claude Muller, de l'utilisation de ces bornes. Preuve que la voiture électrique, quand même, c'est plus... Voilà, exactement. Aujourd'hui, dès qu'une borne est installée, les voitures sortent. C'est clair. Et aujourd'hui, ça incite à l'achat des voitures électriques et à leur usage ? Oui, avant même que les bornes soient en opération, et bien souvent il y a des photos qui vont sur les réseaux sociaux en disant voilà, cette borne-là, elle arrive bientôt, donc dépêchez-vous de vous en servir. Aujourd'hui, nous on équipe tous les Auchan, tous les Ikea de France, par exemple, et on suit forcément les statistiques de recharge. Et si mes souvenirs sont bons, l'année dernière et cette année, c'est à peu près 80 000 sessions de charge par an. 80 000 sessions de charge par an. Ça veut dire que dès lors qu'il y a une infrastructure de recharge qui est facilement accessible avec une seule carte, eh bien, les voitures s'en servent. Et la preuve en est, c'est que les clients de Volkswagen, de Nissan et d'autres se servent de ces réseaux et peuvent le faire parce que le constructeur propose un service d'accès
et de paiement à ces bornes-là. D'autant plus que, donc moi je parle beaucoup des longues distances parce que c'est ce qu'on a vécu sur le France Electric Tour et puis c'est un peu mon usage de la voiture, mais la plupart du temps finalement on fait des courtes distances encore une fois et donc il n'y a pas ce problème de recharge et d'autonomie finalement dans la vie de tous les jours, Brice Fabry. Oui, principalement ce que je voulais apporter comme complément, c'est qu'il faut répondre à la question de l'œuf et de la poule. Et c'est la question qu'on s'est posée en 2010 et prioritairement c'était où est-ce que je peux me recharger. C'est pour ça que Nissan, sur son programme 100% électrique, on a déployé 250 bornes de recharge rapide à travers notre réseau, à travers des partenariats qu'on a évoqués tout à l'heure. Et on ne s'arrête pas là. On a très récemment ouvert également un réseau de recharge de bornes en Corse. Donc vous voyez qu'on peut aller en voiture électrique en Corse. Exactement, ouais. On se projette évidemment dans les besoins de demain qui sont je veux aussi profiter de ma villégiature sur mon lieu de tourisme. Jusqu'en Corse. Un coup d'œil à la dernière partie de notre rendez-vous consacrée à la voiture électrique qui rend les automobilistes complètement enthousiastes. Ça, c'est un fait, qui propose une autonomie de plus en plus grande, des modèles de plus en plus variés. Et bientôt, on va donc pouvoir se recharger très facilement avec une seule carte partout où nous irons. Voilà ce que l'on peut retenir. Reste une carte et une question essentielle tout de même. La voiture électrique est-elle vraiment propre ? Est-ce que c'est pas une invention du lobby nucléaire ? Comment on va recharger les batteries ? Enfin, qui s'attaque à cette question et m'apporte une réponse ? Brice Fabry de Nissan, bravo. Oui, la voiture électrique est clairement propre. La meilleure façon de l'illustrer, c'est qu'il n'y a pas de pot d'échappement de cette voiture. Donc, on dit que ça déplace la pollution, c'est-à-dire qu'elle enlève la pollution des rejets, mais qu'il y a la pollution de la fabrication et du traitement des batteries ensuite. Alors, sur la partie retraitement des batteries, nous avons justement dès le départ pensé à réutiliser les batteries. C'est pourquoi, un exemple, au Havre, nous avons utilisé des batteries d'anciens véhicules Nissan Leaf 100% électriques pour justement stocker de l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques et c'était fait dans un data center. Donc vous voyez une industrie qui est extrêmement énergivore. Donc la boucle est vertueuse. À Volkswagen aussi, vous réfléchissez à cette façon de rendre ce véhicule moins sale que les autres ? Forcément, la voiture électrique, dans son coût de production, va consommer de l'énergie. Nous, on a fait une étude. Lorsqu'on conduit un véhicule électrique, à passer les 30 000 km, on se rend compte que la voiture a consommé moins d'énergie que son pendant certaines thermique. Études disaient 100, Voilà. voire 150 000. Vous dites à partir de 30 000, quand on a un mode d'accord. de conduite EcoDrive avec une voiture électrique, si on prend tout en ligne de compte, on est à 30 000 sur le Parce que c'est vrai qu'on seuil. change de conduite quand on adopte Et de on l'électrique. change aussi de conduite, mais on intègre aussi toutes les consommations d'énergie. Et bien évidemment, lorsque on produit un véhicule électrique, on pense au recyclage de sa batterie, et tout cela est intégré dans le cycle de vie du véhicule. Bien Donc évidemment. c'est une voiture propre pour vous, Oui, très confirmez. clairement. Très clairement. Je le confirme. Alors l'avenir, quel est-il ? Parce que cette voiture électrique, elle accompagne aussi beaucoup d'autres usages. On parle de voitures autonomes, d'autopartage qu'elle va beaucoup induire. Chez Nissan ou chez Volkswagen, comment vous voyez-vous l'avenir de l'usage de l'automobile ? Est-ce que la voiture individuelle à essence, qu'on conduit en actionnant des pédales et un volant, ça a un avenir limité désormais ? Alors, le plaisir de conduire restera, forcément. Mais nous, on l'a illustré ici au Mondial de l'Auto. J'invite tout le monde à venir découvrir sur le stand ID. C'est une voiture 100% autonome qui va effectivement pouvoir servir à de nombreux utilisateurs. Donc, on peut aussi parler d'autopartage. La voiture électrique va aussi être un support à l'autopartage. Et nous avons développé avec le concept ID un profil de conduite qui est stocké dans le cloud. Donc, un utilisateur pourra arriver. Aussi, cette voiture. La voiture est 100% connectée. Ouais. Alors, je ne m'éterniserai pas parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais si on parle de l'autopartage, cette voiture-là est prévue pour avoir plusieurs utilisateurs qui auront leur smartphone comme clé virtuelle avec tous les paramètres propres à l'utilisateur qui seront téléchargés dès lors que l'utilisateur ouvrira le véhicule avec son smartphone. La voiture reconnaîtra le profil et paramétrera la musique, les réglages des sièges, etc. Donc, et ça, c'est pas une terrible angoisse pour un constructeur, l'autopartage, de se dire qu'on va perdre a priori du coup des acheteurs, non ? On perd pas beaucoup des acheteurs, on a des voitures qui seront utilisées de façon optimale et on continuera de produire des voitures pour répondre à ses besoins. Brice Fabry, chez Nissan aussi, comment vous voyez l'avenir de la voiture ? Je le vois radieux, ça c'est surtout important de ça préciser. se dit rarement ça. Mais oui, mais il participe ce projet et cette